Merci d'être avec nous sur les antennes de Burkina Info. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous que nous vous offrons, qu'on appelle le Grand Déballage. Le Grand Déballage qui se veut donc le cadre des décryptages par excellence d'une actualité phare avec un invité tiré sur le volet. Et aujourd'hui, nous avons l'énorme plaisir de recevoir le colonel magistrat à la retraite, le colonel Jean-Pierre Bayala. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Alors avec vous, nous allons parler de ce que le Burkina Faso a vécu. Ce sont donc ces attaques terroristes du 15 janvier 2016. Première question très simple avec vous pour commencer. Fallait-il s'attendre à une telle attaque contre le Burkina Faso en plein cœur de la capitale? Permettez-moi tout d'abord de féliciter les forces de défense et de sécurité parce que hier j'ai lu sur le net une interview justement concernant la notion d'individu, de personnes suspectes. Cela m'a réjoui parce que je vois là un début de communication entre les forces armées et leur population qui leur sont... On en reparlera sans doute, mais ma question très simple que j'ai posée. J'en viens. Oui. Donc, c'est à ce titre que je leur adresse mes félicitations, mais par rapport à la question que vous me posez, c'est peut-être la énième fois que je vais revenir là-dessus sur les antennes, que ce soit chez vous ou ailleurs. Mais comme je l'ai toujours dit, personnellement, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas et ça ne me surprendra pas non plus si le phénomène se répétait. Ah ben vous allez inquiéter davantage les Burkinabés qui sont dans le doute actuellement. Il ne s'agit pas d'inquiéter les gens en matière de sécurité, il s'agit de les prévenir afin que l'on prenne les dispositions, non pas souvent pour dire qu'on va enrayer, comme le disent certains, que les choses ne seront plus comme avant, mais il faut minimiser. La France est à combien d'attaques? Les États-Unis sont à combien d'attaques? De par le monde entier, vous voyez que c'est répétitif. Donc vous voulez dire quoi? Que le Burkina s'inscrit dans la logique de toutes les nations du monde sur la question? Le Burkina ne s'inscrit pas, on l'a inscrit. À partir du moment où ils s'attaquent à vous, c'est qu'ils vous ont inscrit sur leur liste noire. Et à partir de ce moment-là, il faut être sur le qui-vive. Quand vous dites aujourd'hui qu'il fallait s'y attendre, vous basez sur quoi? Les attaques de Samorogouan, de Tinakov ou encore dans la zone sahélienne du Burkina où on a eu des enlèvements et tout ça? Il fallait s'y attendre d'abord parce que ces djihadistes étaient pour certains basés au Burkina. Ils étaient sous protection du Burkina. Je vais parler de l'ancien régime. Dès l'instant où ce régime est parti, naturellement, ils ont pris le large. Certains ont dit clairement que c'est parce que le Burkina jouait les offices de bons médiateurs dans cette crise malienne que les djihadistes venaient dans notre pays. Ben, j'en doute fort parce que nous savons qu'ils étaient hébergés là, que même ceux qui étaient blessés dans les combats au niveau du Mali venaient se faire soigner là. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Il ne faut pas se tromper dans l'analyse parce qu'ils ne se sentaient plus protégés et on n'aurait jamais vécu cet événement-là si le régime était toujours en place, c'est-à-dire les protégeait. Mais dès l'instant où les choses ont changé, naturellement, cela a expliqué leur fuite, leur départ du pays. Mais bon nombre également sont restés. Je ne dis pas qu'ils sont dans cette même logique. Alors, on sait que vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Ouagadougou qui est frappé en plein cœur, notamment un endroit emblématique comme l'avenue Kwame Nkrumah. Quand on regarde un peu la situation géographique du commissariat central de Ouagadougou, le camp Paspanga de la gendarmerie nationale ou l'aéroport, comment vous expliquez aujourd'hui, vous spécialiste des questions sécuritaires, l'intervention tardive par exemple de nos forces de défense et de sécurité sur les théâtres des opérations? Mais tout dépend de la prise de conscience d'abord des autorités. Quant aux menaces qui ont été relevées dans notre pays. La menace du djihadisme était là, le terrorisme était là, et face à cette situation, quelles sont les dispositions préventives qui ont été prises? Il faut dire que ces phénomènes-là arrivent lorsque l'État n'est pas suffisamment organisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas un système de renseignement. Nous n'avons pas de forces spécialisées, je dis bien spécialisées, pas au stade de spécialisation, et qui par conséquent respectent les mesures préventives, les mesures organisationnelles
qui connaissent le mécanisme d'intervention lorsque ces attaques-là interviennent. À partir du moment où le Burkina s'est trouvé attaqué, il était difficile, même en alertant les forces, que l'on se précipite. Il fallait un minimum d'organisation. Minimum d'organisation à quel niveau? Moi, je vais parler notamment du fait que, parlons de la situation géographique de ces unités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. J'ai cité le commissariat central, le camp Paspanga de la gendarmerie, l'aéroport, ou en même temps, on peut citer le camp Guillaume. Toutes ces unités-là ne sont pas si éloignées quand même de l'avenue Kwame Nkrumah. Ce n'est pas tant le problème d'éloignement. Les forces spécialisées bien formées se donnent toujours un délai d'intervention qui est très court. Mais lorsqu'on n'est pas préparé, je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire usage des lignes d'urgence telles que le 16 ou le 17. Ou encore le 10-10 qui est le centre d'alerte et d'éveil. Mais appeler ces unités, elles mettront le temps qu'elles mettront avant d'arriver. Donc ça veut dire qu'on n'est pas préparé pour tout de suite bondir lorsque la situation survient. Tout cela fait partie de l'entraînement. Et cela même doit rentrer dans des systèmes d'alerte, d'essai, pour voir si ces forces-là sont à même d'intervenir dans des délais très très courts, parce qu'il faut agir très rapidement. Quand on a pris le cas du Burkina Faso, vous l'avez dit, moi je m'attarde toujours sur cette question-là. Plus d'une heure environ, les populations riveraines même qui se plaignaient, qui voulaient même en découdre avec justement ces terroristes. Et on se rend compte que nos forces de défense allaient à pas de tortue. Beaucoup ont fait cas notamment de l'intervention étrangère qu'il fallait attendre. J'ai dit depuis longtemps que personnellement je n'étais pas à Ouagadougou lors des événements. Mais moi je m'explique ce retard qui est mis. Parce que ce retard est dû à l'impréparation préventive même de ces forces d'intervention. Oui, ensuite, des moyens même dont ils disposent. Appelez ces numéros verts là, on vous dira que le véhicule qui est là est sorti. On vous dira qu'il n'y a pas le carburant. On vous dira que l'équipe est en patrouille. Mais quand on fait des interviews avec les responsables de ces forces, ils nous disent toujours, oui, ça va, on a quand même le minimum pour travailler. Oui, mais c'est normal. Évidemment, ils ne vont pas passer tout le temps à pleurnicher, mais nous qui faisons des recherches en termes sécuritaires, nous qui connaissons leurs conditions de vie, nous qui les avons vécues, nous savons réellement que les forces de sécurité sont très mal loties. Ça veut dire qu'on n'a pas pris la mesure de la sécurité. Et le problème, c'est quoi? Vous savez qu'un secteur comme la sécurité est rangé dans les secteurs improductifs. Pendant longtemps, ça a été fait. Et au nom de la souveraineté des États, on n'a jamais voulu justement demander l'aide extérieure. Mais aujourd'hui, la communauté internationale s'est rendue compte que c'est un faux problème. Un pays qui vit dans l'insécurité ne peut pas se développer. Vous avez beau injecter de l'argent dans les autres domaines, ce serait inopérant, car être en sécurité, c'est permettre aux gens d'aller et venir, de vaquer à leurs occupations, donc de poser les conditions d'un développement durable. Est-ce que vous aussi vous faites le lien avec la mise en place tardive du gouvernement? Parce qu'on a eu une période de flottement. Pendant 2 semaines, le Burkina n'avait pas de gouvernement. Est-ce que ça a été le terreau fertile sur lequel finalement les terroristes ont surfé pour attaquer notre pays? Ça n'a pas été le terreau fertile de mon point de vue, ça a été une occasion propice de profiter d'un temps de flottement où l'ancien gouvernement est parti, où le nouveau tarde à venir. Vous comprenez qu'on sent déjà une impréparation. Quand bien même on avait ces forces-là à même d'intervenir, ce temps de flottement était une des conditions favorables pour agir. Et parlons maintenant de l'intervention elle-même qui a été menée sur le terrain. L'intervention française et américaine. La procureure du Faso l'a clairement dit, l'armée française est intervenue au sol et puis l'armée américaine était en l'air pour soutenir les forces spéciales du Burkina Faso. Est-ce que sans cette intervention, finalement, le Burkina aurait pu venir à bout de ces bandits? Je vous dis qu'on en serait peut-être venu à bout, mais on aurait mis plus de temps. On n'aurait plus mis de temps parce que moi, quand j'écoutais sur les antennes à distance, je voyais déjà que le mécanisme de mise en place n'était pas peaufiné.
et je dirais même il était quasi inexistant, parce que la complexité de la question, à savoir que c'était un acte terroriste doublé d'un acte de prise d'otage, rendait l'opération difficile pour des gens qui viennent juste d'être formés et qui n'ont pas encore suffisamment d'expérience. En matière de terrorisme, on rentre dans des mesures véritablement de combat, de guerre. Or, la prise d'otage et tout autre, il s'agit d'éléments statiques, donc qui se trouvent dans un hôtel, dans un lieu où ils détiennent des otages. La technique d'approche, la technique de neutralisation n'est pas la même. Or là, les deux étant couplés, face à des gens qui difficilement peuvent distinguer les deux situations, naturellement, il fallait d'abord ce moment d'attente dont nous parlons, et il fallait absolument attendre que ces forces qui étaient annoncées arrivent. Les forces françaises notamment, on en a parlé longuement. Les Burkinabés, on a même vu des organisations de la société civile qui ont totalement demandé le départ de ces forces du Burkina Faso. Est-ce que vous souscrivez à cette initiative-là? Je crois que c'est vraiment pas indiqué qu'au sortir de ce secours-là, salutaire et j'allais dire solidaire, dont on fait preuve ces forces-là, ce n'était pas le moment de dire tout de suite il faut que ces forces se retirent. Ces forces, en se retirant, peuvent encore créer une condition de retour de ces attaques-là, qui, il faut le dire, lorsqu'on en prend un coup, il faut s'attendre à en prendre d'autres. Et cela veut dire que, pour moi, cette intervention-là, ce qui s'est passé, est en quelque sorte un ballon d'oxygène. Et le malheur a voulu qu'on frappe en plein cœur de la capitale. Cela veut dire que ça paraît être une passoire. Mais c'est pour nous montrer aussi que nous sommes fragiles, que nous n'avons pas les moyens de faire face à une attaque terroriste, sans doute. En fait, ce n'est pas nécessaire ce genre de démonstration, parce qu'il n'y a aucun pays qui peut résister, qui peut échapper à des attaques terroristes, à des attaques de djihadistes. C'est s'ils ne le veulent pas. Mais si ces malfrats-là le veulent, ils peuvent frapper à tout moment et partout. Parlons de la coordination de cette intervention. On avait la police, la gendarmerie, l'armée, les forces françaises, les forces américaines. Dans ce cas de figure, beaucoup d'informations qui nous sont revenues, nous, au niveau des médias, c'est que les forces avaient du mal à trouver un leader qui se détachait du lot pour diriger toutes les opérations, parce qu'on avait l'impression que certains pensaient être au-dessus d'autres sur le terrain. Ce n'est même pas l'impression, c'est un constat. Et cela est dû au fait que c'est improvisé, cette intervention. Personne n'était préparé pour ça. Donc, c'était difficile, le temps même de trouver et de mettre en place un organe de coordination déjà pouvait poser problème. Est-ce que les Français ou les Américains qui venaient au secours de nos forces devaient en assurer le commandement? Est-ce que les nôtres pouvaient en assurer le commandement? Voilà autant de questions qu'il aurait fallu régler si on avait mis en place un schéma. Étant entendu que ces forces-là, on sait qu'elles sont là pour assurer la sécurité dans la sous-région, il fallait un minimum de concertation, un minimum de schéma, au cas où ces forces-là doivent intervenir dans tel ou tel pays, quel va être le dispositif de coordination? Qui va en assurer le commandement? Comment les choses vont être agencées? Mais tout cela, je ne sais pas si on y a pensé, mais en tout cas, si on y a pensé, c'est que ça n'a pas été mis en application. On a même vu le ministre qui faisait partie des personnes prises en otage, qui a clairement dit que ce sont les forces françaises et américaines qui l'ont libéré. Oui, ce qui représente sans doute un coup de massue, parce que nos éléments nous disent on s'est battu, mais quand on entend une autorité de la trempe des ministres le dire, c'est un peu choquant tout de même. Oui, mais je crois que parfois il ne faut pas être choqué par la réalité des choses. Lorsqu'on est devant une situation aussi tragique, aussi dramatique, même si l'on est spécialiste, il faut d'abord dire qu'à un moment donné, on peut même perdre le sens de l'organisation. On peut même perdre le sens de sa propre concentration. Et surtout, lorsqu'on a affaire à des équipes, je ne dirais pas disparates, mais en tout cas qui sont loin d'être complémentaires. Or, en la matière, lorsque des forces de sécurité, lorsque des forces de défense interviennent, le minimum,
c'est de savoir où on va, de savoir qui fait quoi, quand, comment et où. Voilà les questions qu'on doit se poser. Mais lorsqu'on est sous l'effet du choc, sous l'effet de la surprise, sous même celui de l'incapacité de réagir face à la stratégie déployée par les djihadistes, ça devient un problème. À quel moment il fallait rompre tout de suite avec cette histoire de terrorisme qui les habitait, parce que dès l'instant où les gens sont pris en otage, on n'est plus dans le schéma terroriste. On est dans le schéma de prise d'otage. Oui, et là, justement, le but, c'est absolument de chercher à libérer les otages sans dégâts. Ou alors en minimisant les dégâts, sans les tueries. Sans les tueries. Ça veut dire qu'il fallait éviter l'assaut final, selon vous? Ah non. J'ai dit qu'en la matière, si vous voulez, le scénario en matière de prise d'otage, vous avez d'abord, du point de vue du mécanisme, vous avez 3 cercles qu'on appelle les périmètres. Le périmètre de sécurisation, c'est-à-dire un grand périmètre qui aurait dû empêcher les journalistes, les badauds, c'est-à-dire les populations, peut-être d'autres forces de renfort pour les djihadistes, de pouvoir rejoindre les preneurs d'otages. Ça veut dire à combien de mètres, par exemple, du lieu Il faut évaluer. 1 km, 500 mètres, 300 mètres. Tout dépend de la configuration du terrain. Si vous les mettez à 1 km pour une prise d'otage, ça ne sert absolument à rien. Donc, vous avez un premier cordon de sécurité. Vous avez un premier cordon de sécurité. Vous avez un second qui va justement pouvoir écarter ou prendre ceux qui auront pu s'infiltrer, qui ont pu traverser le premier cordon. Et vous avez le troisième cordon qui va servir de ceinture de sécurité pour l'équipe qui sera chargée de l'attaque. Et dans les prises d'otages, l'un des mécanismes essentiels, c'est la négociation. C'est de tout faire pour entrer en contact avec le responsable de ces preneurs-là, voir ce qu'il veut, savoir ce qu'il veut, et pendant ce temps, on engage un processus dit de dialogue, dit de négociation, qui en réalité est une manœuvre de diversion, parce qu'il s'agit de permettre à l'équipe qui doit s'attaquer à l'objectif, c'est-à-dire aux preneurs, de choisir, de se mettre en place, de voir par où il peut justement atteindre ces preneurs d'otages. Donc c'est pour gagner du temps ensemble. C'est pour gagner du temps, hein, c'est pour les divertir. Et dans le cas d'espèce, et c'est ce qui me semble malheureux, c'est que je ne pense pas qu'au niveau des forces de sécurité, au niveau des forces de défense, on ait les plans des hôtels, par exemple. Parce qu'il y a, s'agissant d'un hôtel, il fallait que ceux qui allaient attaquer aient le plan, qu'ils puissent profiter d'issues secrètes. Parce qu'il ne faut pas exclure la possibilité pour ces forces-là de les rejoindre là où ils sont, par des issues secrètes, avec des tireurs, je dis vraiment des tireurs d'élite, que ce soit dans le noir ou que ce soit sous la lumière. Il doit avoir des fusils avec lunettes, hein. Il faut avoir des infrarouges, et tout cela permet... Et tout cela, ça n'existe pas. Ça nécessite beaucoup, mais ça veut dire qu'il faut mettre les moyens en place avant. C'est des mesures préventives. Mais sur le coup, comment ces forces-là auraient disposé de ces moyens? Peut-être les forces françaises en disposaient. Et le gros problème, c'est le renseignement. On va revenir sur le renseignement tout à l'heure. Il y avait un avion, c'était justement pour pouvoir renseigner. Voilà le dispositif qu'il fallait mettre en place. On revient sur le renseignement tout à l'heure. Oui. J'ai suivi avec attention tout à l'heure ce que vous avez développé. Vous avez parlé des prises d'otages classiques, notamment ce qu'il faut faire, un cordon de sécurité, 2 voire même 3 cordons, nécessairement pour pouvoir négocier et leur faire perdre du temps et pouvoir intervenir éventuellement avec des tireurs d'élite et tout ça. Ça, c'est dans un cas classique. Le cas du Burkina où on a des terroristes qui ont déjà tué des gens. Est-ce qu'on peut négocier avec eux, même s'il s'agit d'une prise d'otage? Ben si, parce que la donne a changé. L'objectif n'est plus le même. Le but à atteindre dans... On ne négocie qu'avec des gens qui veulent quelque chose. Mais si ce sont des gens qui ne veulent pas quelque chose... On ne négocie pas parce qu'ils ne veulent pas quelque chose. La prise d'otage, c'est quoi? A priori, la prise d'otage, ça veut dire qu'on maintient les gens en otage pour exiger quelque chose. Ne serait-ce que la vie sauve. C'est ça.
Il ne faut pas se baser sur le fait que, ayant terrorisé la ville, s'étant réfugié à l'hôtel avec des gens pris en otage, il n'y a plus de conditions de discussion. Ce n'est pas vrai. Ils peuvent demander leur liberté pour libérer les otages. Même si on sait qu'on ne l'acceptera pas, même s'il faut leur donner l'impression qu'ils peuvent être conduits sans risque et autres et tout ça, il faut absolument négocier. Et je vous ai dit que la négociation, c'est une manœuvre de diversion. C'est clair. Ne serait-ce que le fait pour ces jeunes-là, hein, qui me paraissent vraiment inexpérimentés, qu'ils se mettent à tirer, à un moment donné, ils se sont retirés avec combien de munitions? Quelle est la capacité de résistance en termes de moyens dont ils ont? Quelle est la capacité en termes d'usure, de fatigue? Et tous ces éléments-là, c'est nécessaire, hein, parce qu'on peut les obtenir dans le réalisme. Le réalisme voudrait qu'on sache que nous aussi, on n'avait pas tous les éléments d'information sur ces terroristes. Donc, du coup, tout ce que vous avancez, c'est comme si on avait vraiment des images qui permettaient d'identifier le nombre de terroristes qui y étaient et puis également les armes qu'ils possédaient par devers eux. Oui, mais c'est en cela que je vous dis, nous n'étions pas préparés. Et c'est en cela que les uns et les autres vous disent que s'il n'y avait pas ces forces spécialisées là, on n'en serait pas venu au bout de ces preneurs d'otages. Mais c'est pas l'événement survient, mais vous êtes attaqué, par exemple, en pleine brousse par quelqu'un qui est plus fort que vous et qui est armé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez d'idéal là-dedans? L'idéal aurait voulu que vous aussi vous soyez équipé pour réagir. Mais vous n'avez pas prévu qu'il y avait un risque à passer par-ci ou par-là. Mais de façon aujourd'hui évidente, tout le monde connaît les moyens que les djihadistes, que les terroristes utilisent. Donc, par conséquent, il faut toujours prévenir, il faut toujours former, il faut toujours informer, que les populations soient d'un concours utile, que les forces soient promptes à réagir parce qu'ils ont acquis le réflexe ou ils en ont les moyens. Parce qu'il faut bien commencer, quand on parle d'attaque, d'aguerrissement dans ce genre de situation, il faut que ça survienne pour qu'on soit aguerri. Il faut qu'on soit aguerri. C'est triste, c'est vrai qu'il y a eu une trentaine de morts, mais c'est une belle expérience pour le Burkina pour pouvoir faire face éventuellement à d'autres attaques, c'est ce que vous voulez dire? Il le faut absolument. Le Burkina doit se dire aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation de ces phénomènes-là, qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas en fermant les yeux qu'on peut dire qu'il fait nuit. Je voudrais qu'on revienne sur l'impréparation de nos forces de défense et de sécurité. Vous avez dit tout à l'heure que nos éléments n'étaient pas suffisamment préparés. Quand vous faites appel à la gendarmerie, on vous dit on a le GIGN. On a même été jusqu'à Lumbi, là, on a présenté à la presse les opérations, ce qu'ils sont capables de faire en si peu de temps contre le terrorisme. Au niveau de la police nationale, vous avez ce qu'on appelle l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale UPN qui est à Ouaga 2000 ici. Donc du coup, tout le monde veut nous montrer qu'on a les bras assez solides pour faire face. Et quand les faits se sont produits, curieusement, on s'est rendu compte que apparemment c'était une image qu'on a voulu vendre, mais dans le fond, la réalité était tout autre. Il y a certainement une volonté de lutter contre ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a également que mettre en place ces genres d'équipes, même avec des moyens les plus souhaités, aucun pays, compte tenu des mécanismes de mise en œuvre de ce fléau-là, ne peut pas dire que j'ai des hommes formés, j'ai des hommes équipés, nous pouvons échapper ou nous pouvons enrayer définitivement. Moi, je parle toujours d'endiguer, c'est contenir ces gens-là dans des proportions qui soient minimisables et qui ne rentrent vraiment pas dans le schéma du terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est créer une peur généralisée qui ne permet pas aux gens de vaquer à leurs occupations, de réfléchir à quoi que ce soit, en dehors d'être toujours prêts à fuir parce qu'on ne sait pas où ils vont agir. Donc, nous n'avons pas en place ce schéma. Et puis, pour la gendarmerie, autant que je sache, ils ont commencé à former.
Vous avez dirigé de par le passé le GIGN parce que... Oui, mais par... vous avez dirigé après, finalement, cette force a disparu parce qu'on pensait que vous alliez également commettre un coup d'État. Oui, ça je le dis et je le répète parce que quand on vous interne pendant 6 mois, 20 jours, et qu'après qu'on vous dise que c'est une erreur, ben, j'en conviens. Pour la Parce que c'était une force nuisible hein, à son temps ou ben, quoi? nuisible en son temps, je n'en sais rien. Je n'aurais jamais, moi, pris sur moi de commander une force nuisible. Mais Pour toujours est-il que le serment cette que force a j'avais été prêté. ressuscitée, elle a même servi donc, pour neutraliser justement ces terroristes en question. Ben, je ne sais pas si c'est cette même force qui a été utilisée. Je sais que j'ai vu à la radio une démonstration de cette force. De vous à moi, ça ne m'a pas convaincu. Ah bon, pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit, par exemple, de lutter contre des preneurs d'otages, c'est pourquoi connaître le nombre est important. Connaître les armes utilisées est important. Lorsqu'on sait qu'il y a, par exemple, 3 tireurs, 3 preneurs d'otages, dans le schéma, il ne faut pas plus de 3 tireurs contre ces 3-là. Ah donc, vous voulez dire quoi? Pour le cas, par exemple, si on avait su au Burkina qu'il n'y avait que 3 tireurs, 3 djihadistes, il fallait avoir que 3 soldats, 3 tireurs d'élite. Cela suppose qu'on les a identifiés, que dans le schéma de mise en œuvre, on a pu mettre un tireur face à chaque objectif, à chaque preneur. En ce moment-là, il ne vaut pas plus de 3 tireurs d'élite pour les abattre en même temps, en attendant et on n'entendrait qu'un seul coup de feu. Vous comprenez? Parce qu'en tirant sur un, si vous le blessez, tout simplement, il a le temps de tuer les otages. Et ce qui veut dire qu'il faut que, en leur tirant dessus, d'abord on choisisse la partie qui, atteinte, empêche le tireur blessé, le preneur blessé, de pouvoir réagir, de se servir de son arme. Quoi? Il faut le neutraliser de telle sorte qu'on puisse l'utiliser éventuellement pour le renseignement. Absolument. On peut l'utiliser pour le renseignement, mais l'idée du renseignement ne vient pas tout de suite, c'est d'abord l'idée de le rendre invulnérable. Okay. C'est ça le problème. Qui n'atteigne pas le but. Supposons qu'on se retrouve dans un scénario où il y a des bombes qui ont été utilisées, la zone a été totalement minée et on envoie 3 soldats et puis après, voilà, les terroristes peuvent avoir des échappatoires. Dans une prise d'otage, ce schéma n'existe pas. On est miné. Peut-être qu'ils posent au niveau où ils sont, puisque eux, ils savent qu'ils sont appelés à mourir. Mais si tu vas miner quoi? Tu vas miner l'immeuble où tu es, la salle où tu es. Ça, c'est des mesures plus ou moins classiques, c'est-à-dire dans les guerres qui sont classiques. Ici, nous sommes dans une asymétrie. Et c'est ça toute la différence. Et nous sommes dans un schéma où il faut absolument sauver les preneurs d'otages. S'ils sont seuls dans un bâtiment, supposons qu'ils ne soient pas... il faut les neutraliser, pas les sauver. Ça, c'est sûr. Vous avez dit, nous sommes dans un schéma... il faut sauver les otages. Mais il faut neutraliser... Les preneurs d'otages. La précision, elle est importante. Mais la notion de neutraliser et la notion de détruire est différente en termes militaires. On neutralise, c'est pour vous empêcher d'être nuisible. On vous détruit, c'est avec l'idée justement de complètement vous mettre à néant. Donc c'est ça toute la différence. Il y a une escale que je voudrais qu'on fasse dans cette émission avec vous parce qu'on est en train de permettre à la population de bien comprendre ce qui s'est passé. On a vu qu'au-delà de la gendarmerie et de la police, il y a également l'armée. On a vu des chars de l'armée qui arrivaient et tout ça. Est-ce qu'on avait besoin vraiment de tout ce déploiement? Je vous dis que si l'on est sur le terrain du terrorisme, en fonction des moyens utilisés par ces terroristes, on peut avoir recours à tous les moyens militaires. Et c'est là aussi, il faut tenir compte du nombre. Mais dans le cas précis, dans le cas d'espèce, à moins d'avoir des renseignements pour savoir qu'ils disposaient d'une forte puissance, une force de frappe, une force de frappe, à mon avis, j'ai trouvé ça un peu encombrant. Ça veut dire que le déploiement de l'armée était encombrant selon vous? C'est comme je l'ai dit que ici l'armée aurait dû former le premier secteur, le premier périmètre du dispositif.
Au cas où, puisqu'on ne sait pas quelle est leur stratégie, quelle est la force dont ils disposent, ça peut être un premier élément d'attaque. Donc, ce premier périmètre, c'est pour sécuriser les lieux, pour permettre de prendre justement ces preneurs d'otages. Donc, de ce point de vue, j'ai trouvé cela un peu superflu. Bien. Ensuite, il y a que le périmètre a été envahi par des civils. Oui, il y a même des Burkinabés qui disaient qui réclamaient des armes. Est-ce la naïveté ou l'incompréhension de la dangerosité de la situation? Bon, pour moi, je mettrais ça sur le compte de l'innocence pure. Mais innocence alors que... Tu frises même la folie, parce que ce n'était pas une marche vers l'Assemblée, sur l'Assemblée. Pourquoi il faut des forces spécialisées pour ce genre d'attaque? C'est parce que ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas une question de poitrine. Non. C'est une question d'efficacité. Doublée d'efficience, parce que l'efficience suppose qu'on a déjà pris les mesures nécessaires, on a les moyens nécessaires, on a les hommes nécessaires, donc on est sûr d'aboutir à l'efficacité dans l'action. Ici, comment la population peut se mettre à lutter contre des preneurs d'otages? Non, ce n'est pas de l'amateurisme. J'en viens également au niveau de la communication. Moi, j'étais à Réau, dans mon village, comme je le dis, et j'écoutais, on disait que voilà, les forces progressaient vers tel ou tel endroit, que malheureusement, il n'y a pas de lumière. J'ai dit, mais heureusement qu'il n'y a pas de lumière pour eux. Pour eux, cet environnement-là leur convient. Vous voulez parler de la communication des médias, le travail qui a été fait par les journalistes? Parce que vous trouvez que les journalistes n'auraient pas dû donner ces informations, il ne fallait pas le faire? Non, il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas le faire parce que ça nuit. Aujourd'hui, il n'y a pas que pour cette action. Aujourd'hui, quand nous assistons aux reportages sur les guerres et tout ça, sur les conflits, on se rend compte que les journalistes, je m'excuse, les médias sont parfois à vue du sensationnel. Mais souvent, c'est l'information aussi. C'est vous qui êtes la population qui en raffole. Oui, non, la population en raffole, les médias ne font que leur travail. Entre cette attitude-là à vouloir des éléments croustillants et autres et la sécurité, le but même de la mission, qu'est-ce qui prévaut à votre avis? Je pense que on peut revenir sur ce genre de choses lorsque la situation est maîtrisée, lorsque l'on a obtenu l'objectif, c'est-à-dire que lorsqu'on a détruit l'ennemi ou le preneur, mais lorsque il est concomitant avec l'opération qui se mène, c'est des renseignements non seulement gratuits, mais désastreux, qui tombent aussi bien dans les oreilles de ceux qui luttent et de ceux qui, justement, engagent ce genre d'action. À un moment donné de l'intervention, à un moment critique, on le dira même de cette intervention, on a constaté que la lumière avait été totalement coupée dans la zone. Oui, ça veut dire que ça dépend. Lorsque on veut agir, alors qu'on a les moyens, des infrarouges, lorsqu'on a les tireurs de lutte en position, mais lorsqu'on coupe la lumière, cela est un élément encore favorable. Ça peut perturber les djihadistes parce qu'en ce moment, ils sont perdus, ils ne savent pas la force d'opposition qui est en face. L'objectif, c'est de les troubler, c'est de les perturber. C'est ça la réalité. Pourquoi il y a ce qu'on appelle l'action terroriste? C'est pour troubler ceux qui devraient pouvoir agir ou réagir. Donc, il faut aussi qu'on les mette dans le même schéma. Quand on est troublé, est-ce qu'on conserve la totalité de ses réflexes? Est-ce qu'on garde le même jugement? Est-ce qu'on a la même analyse d'approche du danger? Je dis non. On perd déjà une bonne partie de ses facultés. Je veux qu'on parle maintenant des principaux enseignements à tirer de cette attaque terroriste dont a été victime le Burkina Faso le 15 janvier 2016. Alors, vous avez parlé du renseignement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Burkina doit faire beaucoup d'efforts dans ce domaine? Parce que ce qui a été quand même étonnant, quand on approchait les badauds qui sont autour de l'hôtel Splendide, des Capuchinos ou encore des taxis brousse, ils vous disent on les a vus en pleine journée. Il y en a même qui sont venus prier avec nous pour certains. Il y en a même qui disent qu'ils ont eu à causer avec eux. Ils leur ont donné de l'argent. Mais pourquoi ils n'ont pas alerté l'effort de défense et de sécurité sur les moyens dont disposaient justement ces jeunes personnes
qui finalement ont attaqué le Burkina Faso. Mais ils ne l'ont pas fait parce que, il faut dire qu'à tous les niveaux, on n'avait pas pris la mesure, la dimension de la menace sécuritaire. Mais pourtant, les autorités vous rétorqueront en disant qu'il y avait des contrôles qui avaient été initiés. On disait aux gens de sortir avec leurs documents d'identité, les véhicules étaient régulièrement contrôlés, tout ça, même si certains s'en sont plaints de ce comportement de nos forces de défense et de sécurité. Vous avez voyagé ces temps-ci, même après les événements du 15. Je n'appelle pas ça une fouille sécuritaire. Vous trouvez que ce n'est pas la meilleure manière? On est encore dans une sorte de laxisme. Hein? On ne prend pas la mesure. Et je crois que ce n'est pas avant cet événement-là qu'on aurait pu prendre des mesures véritablement sécurisantes. Des fouilles dans les gares, on ne doit plus voyager sans avoir un document d'identité et tout ça. Accentuer le contrôle dans les entrées et les sorties des villes. Vous trouvez que c'est insuffisant? Ça doit être un réflexe, aussi bien pour le personnel sécuritaire que pour les populations, en termes de renseignement. Et je ne suis pas certain que ce travail ait été fait et qu'il soit en train de se faire actuellement selon les normes. Tenez, le président Macky Sall qui est passé ici pour présenter ses condoléances. Dès qu'il est reparti, vous avez vu les mesures qui ont été prises. Il y a eu 900 interpellations. Parler du Sénégal, même s'il n'est pas venu, c'est Yahi Boni qui est venu. Oui. Et puis il faut signaler également que c'est Idriss Déby Itno. Je vous parle des mesures sénégalaises prises, des mesures préventives. Au niveau des institutions, vous avez les forces armées. Ils sont gardés par des militaires armés. Chez nous, il y a des patrouilles qui ont commencé tout de même, il faut les saluer. La patrouille, je dois dire que là aussi, il faut l'améliorer. Décidément, à tous les niveaux, vous trouvez qu'il faut faire mais c'est la réalité. Lorsque vous faites des patrouilles à Ouaga, et surtout sur les parties, les voies bitumées, lorsque vous n'entrez pas dans les 6 mètres, dans les zones périphériques, parce que notre mal aussi est l'extension véritablement dangereuse de la ville. Les gens s'étendent, s'installent de partout, mais les mesures sécuritaires et même les mesures sociales ne suivent pas. Si vous arrivez de vous promener hors de Ouaga, allez dans les périphéries, vous verrez que c'est la nuit noire, c'est la pénombre qui est là à tout moment. Et les hommes qui soient diaboliques, comme ces fous de Dieu, comme on les appelle là, n'aiment que le noir. Ils aiment ce noir-là parce que c'est le temps, c'est l'environnement propice justement pour se camoufler, pour se déployer. Tant que les forces, les patrouilles vont se dérouler avec ces véhicules-là, qui ont tendance à prendre les voies qui sont praticables, vous êtes certain que ça ne sera jamais efficace. Ce qui sera par contre efficace et que l'on est en train de mettre en œuvre, c'est les cellules. La police de proximité. Non, la police de proximité... C'est une initiative aussi qui doit rapprocher davantage les populations des forces de défense et de sécurité, oui, notamment au niveau du renseignement. Ça, c'est le mécanisme. C'est d'abord le rapprochement des populations avec les forces de l'ordre et les forces de défense. Ça, c'est le rapprochement. Mais la police de proximité en elle-même, c'est véritablement une police qui est animée à la fois par des spécialistes et la population. Par exemple, le Koroho dont on parle, les bozos, voilà des éléments qui peuvent facilement et qui devraient nécessairement permettre justement une bonne mise en œuvre de la sécurité. Mais, avec certainement des risques qu'il y a des dérives. Je dis bien mais, oui, parce qu'il y a des sous risques un énormes. encadrement oui, des forces de sécurité, des forces de défense. Il ne faut pas les livrer à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas le réflexe du gendarme ou du policier qui doit respecter les droits humains. Il faut donc un encadrement. Il faut éviter les débordements parce que la nature humaine est telle que lorsque vous lui donnez
assez de liberté. Finalement, on tombe dans les dérives. Absolument. Et en la matière, de façon souvent dramatique. Je voudrais qu'on est pratiquement en fin d'émission, il nous reste quelques minutes avant de terminer le rendez-vous avec vous, colonel Bayala. Vous parlez aujourd'hui donc de ces différents contrôles qu'il faut mener sur le terrain, d'accentuer les contrôles menés, donner des moyens. Moi, je voudrais qu'on fasse une escale sur la situation même du personnel. Alors, on trouve que pour l'ensemble de la police nationale, tout l'effectif tourne autour de 11 000 à 12 000 personnes pour tout un pays comme le Burkina. La gendarmerie n'a pas assez d'effectifs. Les éléments qui sont recrutés ne sont pas suffisamment bien traités parce que même les conditions de vie du personnel n'est pas assez adéquat. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce niveau-là, je crois qu'il y a des efforts à faire. Mais il faut vous dire aussi que le Burkina est un pays pauvre. On se parle sur la pauvreté pour finalement ne rien faire. Non, on se parle si vous allez au marché, vous avez 100 francs. Vous allez vous baser sur quoi pour acheter un sous-vêtement de 200 francs? Il y a des réalités, mais il ne faut pas en faire une situation de défaitisme. Ok, donc rapidement, quelques propositions sur les questions de... C'est pourquoi, oui, au-delà des moyens dont nous disposons, il y a la collaboration. Il faut cultiver la collaboration interne d'abord avec les populations, que chaque citoyen soit un agent de sécurité. Et cela veut dire quoi? D'abord qu'il assure sa propre sécurité lorsqu'il se déplace ou lorsqu'il est chez lui, etc. Ça, c'est d'abord l'autodéfense. Il faut qu'il soit un agent de renseignement. Il faut que lorsque le voisin, par exemple, crie au voleur, que tous, de façon solidaire, puissent sortir et neutraliser ce voleur, pour autant qu'il le retrouve. Il faut également que, au-delà des moyens, parce que je dis qu'on ne les aura jamais assez, il faut mettre un minimum de prix. Il ne faut plus considérer, continuer à considérer les forces de sécurité comme des services improductifs. C'est une perception qui est aujourd'hui dépassée. Okay. C'est également que lorsqu'on... On va aller rapidement, peut-être la dernière proposition. La dernière proposition, c'est vous dire, en dernier ressort, qu'on n'aura jamais assez de forces de sécurité. Mais il faut que tout cela soit conjugué. Il faut que les populations soient sensibilisées, soient informées et soient même formées pour que, par le renseignement, par des actions concertées, nous puissions justement, avec les forces spécialisées ou outillées, contenir le mal dans des proportions qui soient supportables, tolérables. Merci beaucoup, merci mon colonel Bayala. Je rappelle les numéros utiles, vous avez le 10-10 pour le centre d'alerte et d'éveil, le 16 pour la gendarmerie et puis le 17 pour la police nationale. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que cette émission vous a apporté quelque chose en matière de compréhension sur les actions de lutte contre le terrorisme. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.